Allora, un bel cappuccino per me. Grazie. Buongiorno signora. Tania et Anaïs viennent de poser leurs valises à Rome. Elles vont étudier dans la ville éternelle pendant un an. Est-ce qu'on passe par là et qu'on tourne après à droite? Je pense qu'on va tout droit et on va à droite. Ou tu veux qu'on passe en demi-tour? Contrairement à cette foule de touristes, les deux Françaises ont déjà visité la place d'Espagne et son immense escalier. Ce matin, elles s'offrent une visite guidée sur le plus romain des deux roues. Si ça va pas, je crie, hein. Certo. Andiamo? Andiamo. Piano piano. Leur guide les emmène faire un grand tour de la ville. Et cela commence par une épreuve typiquement romaine. La traversée des bouchons qui paralyse quotidiennement la capitale et ses 4 millions d'habitants. C'est trop marrant. Des petites rues, il n'y a que des pavés, alors ça secoue. Comme c'est un vieux Vespa, il n'y a pas de clignotant, donc il faut indiquer avec le bras. Là, on tourne à droite, c'est comme en vélo. C'est très très beau. La ville, la vie, Rome, tout ça. Les Françaises admirent Rome et ses vestiges à la manière d'Audrey Hepburn dans le film Vacances romaines. Bellissimo, grande. La balade se poursuit dans une gargote pittoresque. La cantine de nombreux Romains. Ça sent très 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 bon. Ah oui, l'odeur de la bonne cuisine. On a l'impression d'être dans la famille. Petite famille. Oui, toute petite famille. Les Français aiment beaucoup ce type d'endroits. Hein? Caché, oui. Cachés, qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas très touristiques, hein? Qui sont réservés aux Romains. Ça, c'est les pâtes à la viande. Lei. Ça, c'est du parmesan. Et ça, du pecorino. Tu dois mélanger. Tu ne dois pas la manger comme ça. Sinon, la ricotta, elles ne font pas. Tout ce qu'il me dit, je le fais. Tu le fais, hein, sinon je te retire l'assiette. Dans les années 20, les gens venaient ici pour boire du vin et jouer aux cartes. Puis l'endroit est devenu un restaurant, très populaire. Pourquoi les gens aiment venir ici? Ah, ils aiment le côté intime du lieu. C'est un peu comme s'ils allaient manger chez leur grand-mère. Buon appetito. C'est piquant. È piccante. Très très bon. Un bon repas, Arrivederci, ciao. une belle balade. Les filles viennent de goûter la douceur de vivre à la romaine. Les Romains, ils aiment toujours bien vivre. Vivre tranquillement, Bien dans manger. le soleil, bien manger. Ils aiment beaucoup les vacances. C'est la belle vie, hein. C'est la belle vie à Rome, oui. C'est toujours la dolce vita. Vous voyez la différence entre un Parisien, par exemple, et un Romain? Le Parisien, il est très, très pressé. Il veut tout précis. Les Romains, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils s'en foutent. C'est très important. Tania et Anaïs ont encore une année pour découvrir toutes les merveilles de Rome. Les palais princiers, le Colisée et les nombreux monuments de l'Antiquité. Mais les étudiantes sont avant tout attirées par les lieux cachés, où les touristes ne mettent jamais les pieds. Elles ont fait appel à Marie-Caroline, une guide qui organise des visites insolites.
Première étape, cette bibliothèque au décor digne d'un film fantastique. Cette bibliothèque se surnomme Angelica, puisque c'est un évêque augustin, Angelo Rocca, qui va l'ériger en 1604, sachant que ça sera la première bibliothèque européenne qui sera ouverte au public. Plus de 200 000 livres anciens sont conservés ici. Certains datent de plus de 1000 ans. J'ai une drôle d'ambiance. Vous direz Harry Potter. Ouais. Pour accéder aux précieux exemplaires, encore faut-il débusquer la conservatrice, habilement dissimulée. C'est un manuscrit très ancien. Il contient le nom de personnes qu'il fallait mentionner dans les prières. Et les premières pages datent du 9e siècle. C'est notre livre le plus ancien. C'est de la peau de veau. Ça sent quoi? Ça sent rien, ça sent pas le cuir frais. Hein. Celui-ci date du 11e siècle. C'est magnifique. Hein. Imagine s'il nous faisait une faute d'orthographe, il devait tout refaire. Comment rectifiait-il quand il faisait une faute? Il grattait avec une lame en métal. Ah oui. La visite suivante est située en face de cette église. C'est une pharmacie fondée par des moines au XVIe siècle. Elle n'est plus en activité, mais les moines détiennent encore la clé. Mais c'est un truc de malade. La boutique est parfaitement conservée. Le lieu regorge de remèdes élaborés par les moines. Là, si vous regardez, vous lisez Aqua antipestilentiale. C'est contre la peste. L'aqua pestilentiale. Comment préparait-il ce remède? On préfère garder le secret de la fabrication. C'est secret. C'est une pharmacie de moines. Voilà, en fait, ils se sont dit pourquoi pas en faire profiter les autres religieux aussi. Et c'est devenu la pharmacie carrément des papes. Dans cet amphore, un antidote conçu pour guérir les papes en cas d'empoisonnement. Il y a 57 produits qui vont être utilisés, notamment de l'opium, même des pierres précieuses, des perles, de la myrrhe, etc. Il y a tout un mélange de ces herbes. Alors, ils utilisaient aussi de la viande de vipère. Et la chose exceptionnelle, c'est qu'il en reste encore. C'est la potion magique. C'est? Il faut être musclé, en plus. Et on peut goûter? À tes risques et périls. Tu peux en manger un petit morceau. J'ai un petit peu peur. Tu veux qu'on le partage en deux? Oui. Pourquoi tu m'as donné le plus gros bout? C'est fort. Fou. Ça anesthésie la partie gauche de mon visage. Ça pique. Ça, évidemment, le clou du spectacle. Herba fumar, c'est la marijuana. Tout devient intéressant. Et regardez, il en reste surtout à l'intérieur. Et on peut goûter? La capitale italienne accueille 12 millions de visiteurs par an. Une manne pour les Romains, très nombreux à vivre exclusivement du tourisme. À l'image de Rita, une Romaine pur jus qui tient un restaurant dans le centre de Rome. 6 jours sur 7, elle emprunte le même trajet pour rejoindre son travail. Le bus est toujours bondé par les touristes. Mais pas de quoi entamer la bonne humeur de cette femme énergique et très pieuse. Ça, c'est le pape Jean XXIII. Un bon pape. Il me protège. Je ne sors jamais sans lui. Rita portait déjà ce pendentif il y a 2 ans, lorsqu'à cet arrêt de bus, une voiture l'a renversée. J'ai subi des fractures très importantes. La nuque, les lombaires, la jambe, le bras cassé, les dents. J'aurais pu mourir sur le coup. Heureusement, je porte cette médaille de la Vierge des miracles. Je suis une miraculée. Depuis, chaque jour avant le travail, Rita se recueille dans cette église. Rome en compte plus de 900.
Je prie chaque jour pour mon travail, pour ma famille et pour moi. Ça m'aide tellement d'aller à l'église pour aller de l'avant. Mais je suis comme la plupart des Romains. On est tous très pratiquants. Rita travaille dans le quartier de Campo di Fiori. Sur la place, le marché autrefois populaire est aujourd'hui fréquenté par les touristes. Les étals regorgent de fruits et légumes de la région. Oh, tu es là! Que tu es belle, Marita. C'est un ami à moi. Et un client. Oui, un bon client du restaurant. Ça fait 20 ans que je suis dans le quartier. Je connais tout le monde et tout le monde me connaît. Le restaurant de famille est une affaire très réputée à Rome. Sa spécialité, les pâtes à toutes les sauces. C'est Antonia qui fait les pâtes. Exposée en vitrine, Antonia est la mascotte du restaurant. Bonjour les Français! C'est fait avec amour et aussi avec de la farine bio, des bons œufs et basta. Salut les chéris! Je crois que 90% du succès du restaurant, c'est moi. Mais le secret du succès se trouve aussi en cuisine, où tout est fait maison. Luca, le chef, fait chanter la pasta. Il fait danser les légumes de saison. Sublime la carbonara romaine grâce à l'ajout de cochon et au pecorino, le parmesan romain. Ça doit être ni trop liquide, ni trop sec, juste crémeux. Table 2, tu m'entends? Quelle commande? Dis-moi quelle commande. Parle plus fort, j'entends rien. Table 2 et table 3, ok? La recette fonctionne. Le restaurant affiche encore complet ce soir. Alors vous deux, ici. Écoutez-moi, si on resserre comme ça et qu'on ajoute des chaises, ça vous convient? On est toujours au travail. On ne connaît pas de samedi, pas de dimanche. On ne prend jamais de vacances. Le travail, il n'y a que ça qui compte. Bonsoir, vous avez réservé? Si Rita ne se ménage pas, c'est pour ne pas décevoir le grand patron, son frère, Mauro. Rita, il y a une réservation qui arrive. Va voir de l'autre côté s'il y a de la place. Face à l'autorité de Mauro, certains serveurs perdent leurs moyens, comme Mimo, qui vient de donner à ce couple une table prévue pour 6. Tu fais n'importe quoi. Mais c'est toi qui m'as dit de les mettre là. Non, tu devais pas les mettre là, tu le sais. Ouais, mettez-vous d'accord. Vraiment, tu abuses. Il s'est trompé de table, mais faut pas le dire trop fort parce que si mon frère entend ça, il va pas être content. Surtout pas un mot, hein. Parce que si les clients se plaignent auprès de mon frère, ça va barder. Mais depuis sa caisse, Mauro n'a rien raté de la bourde de son serveur. Un jambon frites et 2 pâtes à 14 €. Je suis pas content. Ça va pas. J'arrête pas de te le dire. Je regarde tout. Les gens qui mangent dehors, ce qu'il faut installer, tout. Je regarde chaque plat qui sort de la cuisine. S'il est bien présenté, si ce sont les bons ingrédients, j'ai l'œil. Si les assiettes reviennent et que ça n'a pas plu, je sais pourquoi. En face du restaurant se joue un événement majeur pour de nombreux Romains. C'est le début du championnat italien et le club de la Roma ne parvient pas à s'imposer dans ce match.
Dans son restaurant, Mauro, grand supporter de la Roma, est dépité. C'est fini. 0-0. C'est pas bien du tout, c'est un drame. Quelle bande d'imbéciles. Ce match nul va profiter à l'éternel rival de la Roma, la Lazio, l'autre équipe de Rome. En Italie, le foot, c'est capital, surtout à Rome. Je parle de la Roma, hein, pas de la Lazio. Eux, c'est n'importe quoi. Regarde un mec de la Lazio, il ressemble à rien. On dirait Robocop. C'est top, même si j'aurais préféré que la Roma perde. Moi, je suis la Lazio et on se déteste avec la Roma. Entre nos deux équipes, c'est la guerre. Piera, la femme de Mauro, ne soutient ni l'une ni l'autre équipe. Je déteste le foot. Moi, c'est plutôt la danse. Mais j'aime bien le taquiner quand il perd. Alors avant tout, il y a la Roma et après il y a le reste. Et le reste, c'est moi. Oui, ma femme vient après la Roma. Quand la Roma joue, on n'a plus d'enfants, on n'a plus d'épouse. C'est comme ça. Si j'avais su tout ça, jamais je ne l'aurais épousée. Ah, si vous lisez dans les journaux qu'une femme que vous connaissiez a été tuée, ça sera elle. J'ai envie de l'étrangler. À l'écart de l'agitation du centre-ville, comme un havre de paix, la villa Giovanelli. Visto quanto è bella la mia piccola? Ça c'est Isotta, Leone et Théa. C'est les petits chiens qui vivent avec moi. Oh, mais c'est belle. Comme tu es belle. On y va? La princesse Ginevra vit depuis toujours dans ce palais de 1000 mètres carrés. Un héritage de sa grand-mère, autrefois proche de la famille royale. Ma grand-mère, elle était dame de compagnie de la reine d'Italie. Et quand on a inauguré la maison, le roi d'Italie est venu inviter et le roi d'Italie s'est arrêté devant le blason. Et il a dit, personne ne doit jamais marcher sur les blasons d'une autre famille. Le roi d'Italie a tourné autour du blason de la famille pour passer de l'autre chambre. La princesse semble à l'abri du besoin, épargnée par les préoccupations de la plupart des Romains. Ici, c'est la salle de bal, où est-ce qu'on faisait tous les bals autrefois. C'est la salle plus grande qu'on a. Regardez la console d'or, qui est vraiment très belle. Et les vases, ils sont tous typiques romaines. Les deux colonnes, ce sont les mêmes qui sont au Vatican. Mais la noblesse a perdu ses privilèges et son train de vie n'est plus ce qu'il était. Les princes à Rome aujourd'hui ne peuvent plus vivre comme des princes dans des beaux palais, c'est plus possible? Non, nous ne sommes plus la même époque. Maintenant, tous doivent travailler, tout le monde doit faire quelque chose. Vous travaillez? J'en loue pour les mariages, pour les congrès, pour les soirées, pour pouvoir continuer à être prince. Oh, Gabrielle, ça fait plaisir de te voir. Pas trop stressé? Un peu quand même. Le palais n'est plus fréquenté par la famille royale. Ce soir, c'est Gabriele, un aide-soignant, qui sera le maître des lieux pour son mariage. Ce qui me plairait, c'est qu'en entrant, les gens aient à boire. Ici, là, la charcuterie, là-bas, la pizza. Ce palais, un rêve pour ce jeune homme, sans titre ni fortune. On a choisi ce palais parce que j'allais à l'école juste à côté. Et je passais devant tous les matins. Et quand on a cherché un lieu pour le mariage, on en a visité 13, on s'est dit que c'était le plus beau de tous. Chaque année, Ginevra doit payer 70 000 € d'impôts pour son palais. Antonio, tu veux venir avec moi vérifier l'argenterie? Sans ces réceptions, la princesse n'aurait pas les moyens de conserver la demeure de ses ancêtres. Ce soir, Ginevra n'a pas le droit de décevoir ses clients. Le mariage doit absolument être une réussite.
Ginevra est attentive à chaque détail. Tout doit être parfait pour le mariage qui a lieu ce soir dans sa villa. C'est maman. Salut mon bonhomme. Les temps sont durs pour la princesse, qui vit à l'étroit avec son fils dans une aile du palais. Les revenus de ce mariage vont être une bouffée d'oxygène. C'est un beau mariage parce qu'il est assez grand, c'est 150 personnes, c'est un bon prix, 18 000 €. Ça, c'est quoi? Mugli. Ça, c'est tigre. La future mariée, elle, ne vit pas dans un palais, mais dans ce quartier populaire. À une heure de dire oui, Stefania est un peu contrariée. D'habitude, le maquillage sur les paupières, je le mets pas comme ça. Il y en a trop. Mais il est bien, t'inquiète pas. Stefania est entourée par sa meilleure amie, sa mère, son père, ses frères. Tous se mettent sur leur 31. Ne manque que l'être aimé. Gabriele. Il est chez lui avec sa famille. On ne se verra qu'à l'église. C'est la tradition en Italie. Moi, j'habite encore chez mes parents. On ne vivra ensemble qu'après le mariage, pour faire les choses bien. On est catholiques, croyants et pratiquants, et on tient à respecter les traditions. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, tu ne vis plus ici? Non. Je suis très émue, parce que ça ne me plaît pas qu'elle quitte la maison. C'est vrai, elle habitera tout près, mais je ne l'aurai plus à côté de moi le soir. Elle est pleine de vie. Elle remplissait la maison et toutes nos journées avec sa bonne humeur. Ce sont mes demoiselles d'honneur, des amies de longue date, de l'école et du travail. Quel beau bouquet! Il est temps pour Stefania d'enfiler sa robe de princesse. Elle est romantique, on dirait un petit nuage. J'en ai essayé 30 ou 40 avant de choisir celle-là. Alors, comment elle est? Elle est trop belle. En Italie, le mariage est un grand spectacle auquel tout le monde veut assister. Les voisins sont aux premières loges pour admirer la mariée. Vive la mariée! T'es trop belle! Ah non, hein, tu pleures pas. Hein. J'ai mis une après-midi à te maquiller. Alors, tu fais quoi? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Le futur marié attend sa promise avec sa maman. Allez, on entre, on entre. Elle est toute émue. Vous n'auriez pas un petit mouchoir pour la mariée? La princesse Ginevra est venue soutenir les futurs époux. Reste calme, sinon tu vas pleurer sur toutes les photos. Allez, profite! Gabriele et Stefania, vous êtes très beaux. Moi, Gabriele, je te prends comme épouse. Accepte cette bague en signe de mon amour et de ma fidélité. Vous êtes unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. La princesse Ginevra n'avait jamais assisté à un pareil spectacle dans une église de Rome. Ici, on n'est pas dans l'aristocratie, c'est pas la noblesse. Non, ça c'est les personnes, les vraies personnes. Ça c'est la vie normale. Eux, ils sont vraiment amoureux.
On peut être noble et amoureux aussi quand même. Ah, on le voit beaucoup moins. Les nobles doivent cacher tout. Tu peux pas trop pleurer, tu peux pas trop rire, ça c'est l'étiquette. Et celles qui sont pas mariées, ça vous donne envie? Oui. Mais demandez à nos chéris. On va devoir y passer. On n'aura pas le choix. Une petite coupe de champagne? Malgré des revenus modestes, les mariés se sont offerts le grand jeu, avec maître d'hôtel et service comme dans les grands restaurants. Les invités sont conquis. Pour cette soirée, les familles ont dépensé toutes leurs économies. C'est très important que les personnes regardent que toi, tu as dépensé beaucoup d'argent. Les parents, toute la vie, ils mettent de côté l'argent du mariage. Et s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont faire à la banque des crédits spéciaux pour les mariages. En Italie, il faut être toujours plus important de ce que tu es en réalité. Peut-être que tu n'as pas le travail, peut-être que tu n'as pas la maison. Mais le jour du mariage, toi, tu es un prince, une princesse. Non mais attendez là, il y a les pâtes. Ça n'attend pas ça. Qui le veut? Attention! L'hiver s'est installé à Rome, doux et sec. Le Colisée s'est habillé pour les fêtes, lui et ses visiteurs. Les Françaises Tania et Anaïs poursuivent leurs études à Rome, tout en profitant de la Dolce Vita. Je pense qu'il fait 17-18 là. Ouais. Ah, on a de la chance quand même là, au mois de décembre. Non mais c'est vrai. Séance de remise en forme dans les jardins de la Villa Borghese, le plus grand parc de Rome, qui abrite la célèbre Villa Médicis. Bon, on a bien couru. Les étudiantes ne s'attardent pas. Elles doivent passer un examen dans leur université. Dédiée aux sciences politiques et à l'économie, c'est l'une des plus prestigieuses de la ville. C'est une très jolie fac, c'est un ancien couvent. On est entré, il y avait une église juste devant. Et là, on va arriver dans les jardins. C'est assez joli, ça ressemble un peu à un club de golf. C'est une université privée qui coûte très cher. C'est en gros géré par le MEDEF italien. Ils ont l'argent pour mettre en place plein d'infrastructures assez bien, mettre des petits jardins, des petits trucs, des baby-foot. La faculté forme l'élite de demain et la sélection y est drastique. Les filles ne sont pas là par hasard. Anaïs est une élève de Sciences Po. Tania vient d'HEC. Je voudrais bien la définition du réfugié. En gros, c'est fuir les persécutions. L'examen va porter sur des questions complexes de géopolitique. Il y a toujours un peu la frustration de se dire que c'est dans 5 minutes et qu'on connaît un peu rien. Et alors que ça nous intéresse et qu'on aurait aimé savoir plus de choses. Pourquoi vous n'avez pas travaillé plus? On a préféré faire autre chose de notre vie à un moment. Vous avez les questions au tableau. L'épreuve va durer 4 heures. Ciao. Les filles ont finalement réussi à s'en sortir. T'as écrit combien de pages? 6. Ah, tu t'es donné?
Est-ce que du coup, tu as parlé du terrorisme ou pas? Ouais. Dans la privatisation des moyens de... Ok, même réponse, au top. Avant de se rendre à une petite fête, les filles passent chez Anaïs. Elle vit dans un quartier populaire. Ah non, c'est juste que je suis en train de préparer. Donc je vais avoir du mal à manger les clémentines tout en préparant. Là, c'est ma chambre, qui est grande, mais qui est pas non plus spécialement grande. En fait, les appartements italiens sont beaucoup plus grands que les appartements parisiens. Ça n'existe pas comme chez nous. D'ailleurs, les Italiens sont scandalisés quand ils voient une petite chambre de bonne comme on a chez nous. Ça n'existe pas. Ils ont des très très grands apparts avec des très grandes pièces. Ici, je paye 450 € par mois, charges comprises. Par rapport à Paris, c'est vraiment moins cher. À Paris, c'est dans les 1000 €, ouais. Alors là, c'est la chambre de Lorenzo. C'est mon coloc. Donc là, il est en train de travailler avec un pote à lui. Il y a quelques mois, lorsqu'Anaïs a emménagé, l'Italien a été très surpris par les mœurs étranges de la Française. Tu te souviens quand je suis arrivée la première fois que j'ai fait des pâtes? Ah, j'ai eu un choc. J'imaginais pas qu'une chose pareille était possible. C'est simple pour faire les pâtes. Il faut juste les jeter dans l'eau bouillante. J'ai pas attendu que au bout, il me regarde. Je vois un espèce de temps d'arrêt à l'intérieur de lui-même. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Terrible. Ça peut pas là. Oh, j'ai senti que j'avais insulté toute sa culture, c'était terrible. Voilà. Tania et Anaïs sont invités chez des étudiants de leur université. De toute façon, ils vont voir que ça vient pas de chez eux. Partout dans les rues, Rome célèbre Noël. Une crèche imposante trône même place Saint-Pierre, où le pape François bénit traditionnellement les fidèles. C'est ouvert? C'est le 12? Merci. Chez leurs amis, ambiance auberge espagnole à l'italienne. Ici vivent 8 colocataires de 5 nationalités. Un Catalan, un Québécois, des Français et aussi un Singapourien. Huit étudiants dans le même appartement. Un joyeux bazar. Donc l'organisation, c'est pour le ménage, donc le sol, la gazinière, les toilettes, évidemment, la douche. Ces tours-là, ça fonctionne vraiment ou pas? Et je dirais juste qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas respecté le contrat. Voilà, ils ont rien fait, Je pense qu'il va y avoir certaines représailles qui vont se passer assez rapidement. Je me sens pas concerné parce qu'il y a plein d'autres gens qui auraient dû le faire et qui n'auraient pas fait aussi. Mais j'ai vidé les poubelles, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu des trucs, mais... Ça vous donne envie ou pas une colocation comme ça? Non. Ouais, j'aime trop vivre toute seule. Moi, j'aime vraiment être tranquille chez moi. Quand t'es fatiguée, ça doit être chiant d'avoir du monde chez toi. Quand même, un garçon qui va aller avec un petit short faire son café, bah personne ne va lui dire qu'est-ce que tu fiches en short. Une fille, si elle vient juste avec son short, bah c'est déjà problématique, tu vois. Au contraire, il n'y a pas de problème. La ville se réveille doucement. Dans les effluves de cappuccino et au rythme des palabres à l'italienne. Sur le marché de Campo dei Fiori, Rita fait quelques emplettes avant de prendre son service au restaurant. Qu'est-ce qu'il te faut? Donne-moi du chou romain. Ok. Poco poco. Ciao, grazie. Ah, la meilleure de Campo dei Fiori. Campo dei Fiori. C'est la propriétaire de ce stand. Là, il y a sa fille et son mari.
La mascotte du restaurant, elle, continue sans relâche de pétrir sa pâte et d'amuser la galerie. Ah, vous trinquez avec du café, vous? Ça, je l'avais jamais vu. Ambiance décontractée entre deux services. Rita, son fils Paolo, sa belle-sœur Piera, tous travaillent aux côtés de Mauro. C'est une affaire de famille alors. Non, dit comme ça fait mafieux. Disons qu'on est une famille qui travaille ensemble. Mauro a hérité son esprit d'entreprise de son arrière-grand-mère. Voici Fortunata. C'est mon arrière-grand-mère. Elle avait un restaurant dans les années 20 au nord de Rome. C'est grâce à elle que tout a commencé. C'était une grande dame. Et nous poursuivons son travail. On est la 4e génération. Une partie de la famille vit encore dans le village de Fortunata. Massano Romano se trouve dans la campagne romaine. Rita s'y rend dès qu'elle le peut. J'aime le rythme effréné de Rome, mais de temps en temps, j'ai besoin de revenir au village. Je reste tranquille à la maison avec les miens. Rien de tel pour me ressourcer. Rita fait une courte halte près de cette rivière. Un sanctuaire pour toute la famille. Ça, c'est mon petit coin de paradis. Ici, quand j'étais petite, on pêchait des poissons grands comme ça. Avec les mains, on les attrapait. C'est le moulin de mon arrière-grand-mère. Regarde les pierres qui servaient à moudre le blé. Elle a commencé avec ça. Et petit à petit, elle a agrandi son activité. Elle a acheté du bétail, des terrains pour cultiver. Elle faisait tout toute seule. La farine, tous les ingrédients pour faire les pâtes. Et puis quand ses enfants ont grandi, elle en avait 9. Elle leur a tout légué. À quelques kilomètres de là, la maison familiale. Ça va, ma fille? Bien, papa. Les parents de Rita vivent avec leur belle-fille Mirella et leur fils aîné. Voilà mon frère. Salut, Tommaso. Tu en as 2 pour le prix d'une. J'ai la brune et la blonde. Et voilà Eduardo, le fils de Mauro. On se baladait dans le secteur. On chassait la grive. Et on chasse aussi le sanglier, le faisan et le lapin. Rien n'a vraiment changé depuis l'époque de Fortunata. La famille a conservé l'amour de la terre et des bons produits de saison. Vous voulez des œufs? Tu as vu comme il est costaud? Comment il s'appelle? Lui, c'est Mini. La famille élève quelques bêtes, mais rien comparé à l'année dernière où il fournissait le restaurant de Mauro. Ces bêtes-là, avant, elles auraient fini dans l'assiette des clients. Mais le restaurant a un tel succès qu'on ne pouvait plus faire face. Et Mauro m'a dit, « C'est plus de ton âge, papa. Tu sais, c'est plus de ton âge. » Dans la famille, Mauro est considéré comme le digne héritier de Fortunata. Mon frère, le restaurant, c'est sa passion. Il a la détermination, le talent, l'intelligence. C'est un génie. Ça lui vient de l'arrière-grand-mère. Oui, c'est sûr. Dès l'enfance, on nous a appris les valeurs de la vie, les valeurs de la famille, de bien manger, de vivre en communauté, de vivre bien. Et le fils de Mauro, il est de la même trempe que son père. Il a le même caractère. Moi, j'ai goûté sa pizza. C'est la meilleure que j'ai jamais mangée. On va le faire travailler en cuisine. Oui, il fera les pizzas. Non, je veux pas bosser en cuisine. Moi, je veux être directeur de salle. Fallait nous le dire avant. On savait pas. Mais si lui, il commande, elle commande et tu commandes, qui va bosser? C'est moi? Quand tu es le chef, comme mon père Mauro, c'est bien. C'est lui qui commande tout. Les autres obéissent. Moi aussi, je veux commander.
O sole mio, s'affronta a te. Oi sole mio, s'affronta a te. S'affronta a te. Comme chaque année depuis 200 ans, avec le retour des beaux jours, Rome s'habille avec des fleurs. Des centaines de bénévoles célèbrent la fête religieuse Infiorata. Les rues sont métamorphosées en une fresque florale impressionnante. Dans le palais de Ginevra, les fleurs sont aussi à l'honneur, mais rien à voir avec la fête religieuse. Les filles, faites de belles couronnes de fleurs et essayez-les toutes sur vos têtes. Elles doivent être assez larges. Chaque femme aura la sienne. Mon Dieu, celle-ci est trop étroite. La princesse loue ce soir sa demeure à une grande famille romaine. Tout va bien? Les lumières sont en place? Je fais les derniers réglages. La fête s'annonce somptueuse et très rentable pour Ginevra. Vous attendez combien de personnes? Ça va être de 400 ou 500 personnes en tout. Il y a 2 fils de ministres, il y a un sultan qui vient, il y a un armateur qui fait des yachts très gros. Les personnes qui viennent ici sont des fils de personnes importantes. L'un des invités n'est autre que le voisin de Ginevra. Il vit dans l'aile gauche du palais. Son oncle, le prince Giovanelli, adore les mondanités. L'une de ses amies est invitée à découvrir son intérieur. C'est joli, hein? Ça, c'est tout à fait vénitien. C'était une élaboration spéciale, très décorative. Ça, c'est la paix. Okay. Ça, c'est la paix. À l'entrée, il y a la guerre. Ils sont agréables. Et j'ai fait restaurer, je l'ai mis. C'est bien, non? C'est un ami peintre de Venise qui a fait ce tableau de moi. Il n'est pas moche, hein? Il s'est appliqué. J'aurais voulu qu'il m'enlève certains détails, mais il ne l'a pas voulu. Qu'est-ce qui vous réunit tous les deux? Il est très à côté de ma famille. À Naples, ma grand-mère était marquise. Marquise. Vous ne fréquentez pas que des gens issus de l'aristocratie? Non, non, je fréquente tout. Vous respectez aussi les gens du peuple? Oui, mais oui, mais pourquoi pas? Ils sont très gentils, les... j'adore. Ils sont très amusants. Moi, je connais tout, dans les chauffeurs, les gardes-corps, je connais tout. Alors, quand j'entre de quelque part, tout le monde, ah, comment ça va? C'est très moderne, c'est un prince moderne. Moderne, mais nostalgique de la noblesse d'autrefois, très influente au Vatican. Vous voyez ça? C'est moi en plus jeune. J'avais 25 ans. C'est très beau. Avant, vous pouviez parler avec les papes? Oui, tous les ans, nous avions une audience au Vatican. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est différent avec le pape actuel. Lui, il pense avant tout aux pauvres, pas aux nobles. Ce n'est pas un pape pour la noblesse. Dans la salle de bal de Ginevra, le marquis Mancinelli et sa fille répètent avant l'arrivée de leurs invités. Katrina vient d'avoir 18 ans et c'est une tradition à Rome. Une soirée est donnée pour fêter l'événement. Tu es à contre-temps. Non, attends, on recommence. Ça n'ira pas si on ne s'entraîne pas. Mais j'y arrive pas. Je suis en panique. Comme tu es belle, mais ta main est glacée. Je dois manger quelque chose, sinon je vais m'évanouir. Tu veux du sucré ou du salé? Ce soir, la villa de Ginevra est entièrement transformée en un palais oriental. Le thème choisi est Istanbul et tout le personnel s'est déguisé pour l'occasion. Bonjour ma chérie. Ça va? Oui. Tu es très élégant. Venez vite, il fait froid.
Le bal, c'est pour l'entrée en société de Caterina. Elle va être invitée de tous les bals dans toute l'Europe maintenant. Et peut-être elle va trouver son mari, on ne sait pas. Et les garçons, tu ne les connais pas. Et puis tout doucement, tu dois prendre le courage de parler avec les gens. Et c'est ça la chose plus difficile. Pour Ginevra aussi, la soirée va être décisive. La princesse joue sa réputation dans la haute société romaine. La moindre fausse note pourrait lui faire perdre de nombreux clients. Faites de la place et applaudissez bien fort. Katrina! Dans le palais de Ginevra, les 500 invités n'ont Dieu que pour Katrina, qui fête ses 18 ans dans un décor de conte de fées. L'oncle de Ginevra a répondu à l'invitation, un peu attristé de voir la maison où il a grandi ainsi envahie. Aujourd'hui, il y a des soirées comme celle-ci dans tous les palais de Rome. Avant, c'était impensable. Un noble ne louait pas sa demeure. Pendant que l'aristocratie valse, insouciante, une autre Rome est en ébullition. La Roma joue ce soir pour la première place du championnat italien. Bonsoir. Les neveux de Mauro passent au restaurant avant d'aller au stade. Salut Tata. Salut chérie. Oh mon amour, que tu es belle. Il s'en fout. C'est quoi ton pronostic pour ce soir? Alors? Moi je dis 3-0 pour la Roma. Ah, ce serait bien. On doit gagner ce match, on n'a pas le choix. Allez les gars, on va au stade. Moi, avant les matchs, je ne peux rien avaler. Et alors, si on perd, pendant une semaine, je regarde plus le foot, je lis plus les journaux, rien. Regarde tous ces ponts à Rome. C'est pour que les supporters désespérés se jettent à l'eau. La Roma rencontre le Milan AC au stade olympique de Rome. En rouge, les joueurs de la Roma s'échauffent, leurs supporters aussi. Milan n'a pas le droit au même accueil. Ce défenseur, je lui mettrais des pizzas sur la figure. Pour le moment, ça joue bien, mais on rate des occasions. Rentrez chez vous, les Milanais. À la maison. Faute, là. Au restaurant, Mauro n'est pas tendre avec son équipe. Donne-la tout de suite. Maintenant, imbécile. Mais quel abruti. Il l'a touché avec la main. Il y a penalty. C'est un scandale, non? Mais oui, il aurait dû siffler penalty. Paolo, le fils de Rita, est très nerveux depuis le début de la partie. Ce qui semble réjouir sa voisine. Regarde sa tête. Il suffit de le regarder pour connaître le score. 0-0. Bah, ça me fait pas rire. Arrête tout de suite. Hein.
Allez, on trinque à la Roma. Non, non, pas avec toi, non. Moi, je suis pour la Juventus. On est premier au classement. Alors ce soir, il faut que la Roma perde. Quand la Roma joue, ils ne me parlent plus. Ils rigolent plus, ils sont trop concentrés. Leur mère et leur sœur n'existent plus. Le match se termine par un 0-0, au goût amer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais tire dans les cages! Je le dis devant témoins, cette équipe est une bande de nuls. Au Palais, l'équipe de Ginevra, elle, a fait du bon travail. Les invités sont enchantés. Il faut dire que pour les 18 ans de leur fille, les parents ont vu les choses en grand. Ils ont invité 2 derviches tourneurs qui ont fait le voyage spécialement depuis la Turquie. La danse sacrée va durer 5 minutes. Leur cachet, 5 000 €. Autre folie, ce gâteau en forme de mosquée bleue, le célèbre monument d'Istanbul. Les parents ont dépensé 40 000 € pour l'anniversaire de leur fille. C'est une chose que toutes les mamans attendent. Tu fais voir combien tu es forte, combien tu es grand et combien ta famille est importante. La fête va durer jusqu'à 5 h du matin. Une réussite pour Ginevra, qui peut entrevoir l'avenir plus sereinement. Le carnet de commandes du palais est rempli. La canicule s'est installée. À une demi-heure du centre-ville, les Romains s'offrent une bouffée de fraîcheur sur les plages de la capitale. Même Rita a lâché son restaurant pour une journée de repos en famille. On se met là-bas, ça te va? Non, il y a trop de monde là. Allons plus loin, c'est plus tranquille. Pour les neveux de Rita, le bord de mer est avant tout un terrain de chasse idéal. Je regarde toutes les filles. Chacune a son truc à elle. Elles me plaisent toutes. Le problème, c'est qu'elles sont accompagnées. En même temps, je suis pas jaloux, moi. Ils sont terribles avec les filles. Tu leur parles et eux, ils écoutent pas. Ils regardent à droite, à gauche. Ils sont à l'affût. Ils me disent tout le temps, maman, tu as vu cette fille? Tu as vu ses seins et ses fesses et son corps? Oh là là, ils sont terribles. Je suis trop beau. C'est pour ça que les filles viennent pas. La plage et ses jeunes Romains, la perspective aurait pu être séduisante par cette chaleur. Mais les 2 étudiantes françaises préfèrent assister à un événement historique à Rome. Vieni vicino a me. Bacia! Viva! Bacia! Viva! Ciao! Voilà! Célébration de la naissance de Rome. Il y a plein de volontaires qui s'habillent. Et nous aussi, on va se mettre en tenue de romaine. Ouais, c'est là. 1700 figurants célèbrent l'anniversaire de Rome, fondée il y a presque 3000 ans. Tous prennent leur rôle très à cœur. Ce gladiateur s'est même fait tatouer l'emblème de l'Empire romain sur le dos. Les femmes aussi se pomponnent. Elles savaient de tout, les femmes romaines. Du maquillage, rouge à lèvres. Elles avaient même le bikini pour aller à la piscine.
On a trouvé ça sur des mosaïques. Ils sont plusieurs milliers à s'être déplacés. Tania et Anaïs ne s'attendaient pas à un tel succès. C'est amusant de se déguiser, mais c'est un peu enfantin, mais c'est rigolo. Et surtout, ce qui est chouette, c'est parce que les Romains sont autour et que eux, ils y attachent de l'importance. Et du coup, forcément, ça devient important pour nous aussi. Passionné d'histoire romaine, Sergio Iacomoni organise depuis 20 ans cette reconstitution. Ciao, buongiorno. L'empereur Néron passe ses troupes en revue. Ciao, buongiorno. Salut les gars. Vous venez d'Allemagne? Non, on est de République tchèque. Ah, bienvenue à vous. Et vous, vous venez d'eux? De Bulgarie. Des passionnés de toute l'Europe ont fait le voyage. On vous a apporté un petit cadeau. Je dois le boire. Comment on dit merci en bulgare? Ah, Bogodaria. Tous ceux qui aiment Rome et les Romains sont les bienvenus. Vous savez, cette ville appartient à tout le monde. Car ce n'est pas qu'une ville, c'est un idéal. Être romain, ça se passe dans le cœur. Pas besoin d'être né ici. Les prêtresses allument le feu sacré. C'est le signal du départ. Les légionnaires, les gladiateurs, les envahisseurs barbares partent à la conquête de Rome. Ils sont fous, ces Romains. On essaye de pas trop sourire parce qu'ils ont tous des visages assez, pas fermés, mais quand même sérieux et solennels. On essaye de coller à l'ambiance. Le cortège parcourt la ville, du Circo Massimo jusqu'au Colisée, en passant par le Panthéon. Les figurants s'en donnent à cœur joie. C'est rigolo de redécouvrir le Colisée comme ça. D'avoir la rue à nous et marcher donc sans voiture, sans tous les touristes qui nous poussent. Et tout le monde regarde avec admiration le cortège. Il y a tellement de badauds. Parmi la foule, de nombreux Romains, dont quelques inconditionnels. Nous venons chaque année. C'est important pour vous de célébrer la naissance de Rome? Oui, parce que c'est notre histoire, notre naissance. Et puis j'aime l'histoire de Rome. Rome, la capitale du monde. Capitale du monde? Non, c'est Paris. Non, c'est pas vrai. Paris vient après. Paris avant. Paris, c'est un village. Exactement. Les Romains sont très très attachés à leur histoire et font souvent des petites blagues, par exemple, ah oui mais tu sais, bon, Paris ça a été fondé par Rome, oh tu sais toi, ton histoire, ça vient de nous. Et les étudiants de notre université nous ont proposé plusieurs fois de nous faire visiter tel ou tel endroit. Et ils se proposent, ils disent non, je vais te montrer parce que toi tu penses que tu connais, mais non, je vais te montrer. Alors qu'à Paris, peut-être on va te faire découvrir un bar, mais on te dit pas, je vais te raconter l'histoire de Paris. Pour les deux étudiantes, c'est bientôt l'heure du retour en France. Tania va poursuivre ses études à Moscou pour apprendre le russe. Anaïs, amoureuse de la Dolce Vita, envisage de vivre en Italie. Dans la famille de Rita, les affaires marchent bien. Ils ont ouvert 2 nouveaux restaurants, l'un à Rome, l'autre à Porto Rico. Dans les derniers jours du championnat, la Roma leur a offert un match d'anthologie face au rival de la Lazio. On était là, devant la télé.
À 7 ou 8 minutes de la fin du match, je suis sorti au milieu du potager et j'ai mis mes mains comme ça pour prier. Il est venu me chercher et il m'a dit « Papa, on a gagné !» La Lazio, on l'a renvoyé à la maison.